Voilà, je vous remercie d'être à nouveau présent pour cette deuxième demi-journée consacrée au thermalisme médical et à notre journée de la Société française de médecine thermale. Cette deuxième partie est consacrée à la santé mentale et euh, excusez-moi. Et voilà, donc comme indiqué sur l'écran partagé, cette séance thématique est consacrée aux nouveaux défis de la santé, dont Olivier Dubois va assurer la coordination autour de la prise en charge du burn-out en milieu thermal et des psychotraumatismes et médecine thermale, donc deux aspects de notre discipline qui est réelle, qui est permanente, je dirais, dans mon petit domaine de la rhumatologie, que l'aspect psychologique est souvent prédominant, alors qu'on aurait plutôt tendance à penser que ce sont les aspects physiques qui prédominent, mais non, l'aspect psychologique et comme je le disais tout à l'heure dans mon petit topo, c'est très important cette dimension clinique globale qui prend en compte à la fois notre aspect physique et nos aspects psychologiques. Et donc, je laisse la place et la parole tout de suite à notre ami et confrère Olivier pour la coordination de cette session. Merci Hugues, merci notre nouveau président de la société, dont je te félicite évidemment pour cette nomination. Et je suis convaincu que nous allons encore passer 2 années de très bon niveau, comme ces dernières années d'ailleurs, depuis pas mal de temps maintenant. On sent que cette société est en progrès permanent et avec de plus en plus de participants. Donc, c'est vraiment la réussite, je crois, de toute la profession médicale du thermalisme. C'est un plaisir pour nous d'être réunis et on est très heureux que tu sois notre nouveau président. Pour ce qui est de cette thématique, oui, j'apprécie effectivement l'introduction et cette notion que finalement, dans la douleur chronique et la rhumatologie, qui est vraiment envahi, je pense, de ces notions de douleur chronique. Vous perceviez effectivement l'importance des aspects psychologiques, environnementaux, dans les processus de développement et d'installation d'aggravation sans doute de ces processus de douleur. Je voudrais introduire rapidement en disant, j'ai vraiment un message à faire passer, c'est que aujourd'hui, on a une croissance importante des troubles psychiques en santé mentale, voire en troubles psychiatriques, en santé mentale, depuis une vingtaine d'années au moins. Ces chiffres se traduisent très clairement dans les statistiques, avec notamment l'OMS qui dit que 15% de la population mondiale aujourd'hui présente des troubles de l'humeur, des troubles affectifs, et que la charge de morbidité mondiale est considérée aujourd'hui, ou en train de devenir, autour de 35% de la pathologie mondiale. C'est-à-dire l'implication, l'imprégnation dans les processus de pathologie de la santé mentale. Donc c'est vrai que la santé mentale devient une espèce de sphère extrêmement vaste. Voilà, et j'ai envie de dire c'est un trouble en développement. Et ce que je voudrais aussi dire, qui est très important à comprendre, c'est que ce ne sont pas les schizophrènes ou les bipolaires qui sont en augmentation, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait croire pour les bipolaires, parce qu'on n'en parle plus, c'est que tout le monde est un peu bipolaire, puisque chacun a des états d'âme. C'est pas ça la bipolarité. Hein. La bipolarité, c'est l'état maniaque, les états d'euphorie, qui sont assez rares, qui touchent 1 à 2% de la population, ça ne bouge pas ou quasiment pas, quelle que soit la société, le monde, la culture. On a des malades bipolaires et des malades schizophrènes, mais il y a peu de changements. Par contre, ce qui est en grande croissance, ce sont ces maladies réactionnelles à un environnement qui est en mutation, qui est en mouvement. On le sait, le monde actuel pose énormément de questions, est très ouvert, mondialisé, l'Internet, la médiatisation. Enfin, tous ces processus ont des conséquences extrêmement vastes qui perturbent nos esprits, nos cultures, nos références. Et
voilà, beaucoup de personnes se perdent un peu dans ce manque de repères de la société. Enfin, c'est une hypothèse que je fais, mais je pense que je ne suis pas le seul à la faire, évidemment. Et en tout cas, c'est une explication probable à cette croissance importante de ces pathologies, voilà, de l'environnement, du stress, de l'anxiété. Et c'est vrai que les cures thermales sont amenées à rencontrer beaucoup de ces personnes, et de plus en plus de ces personnes, certainement. Et c'est pour ça que ça nous semble vraiment très important à la société d'aborder ces questions un peu de santé mentale et de l'attaquer sous l'angle justement de ces maladies réactionnelles, de ces états réactionnels. Et on a demandé donc pour présenter ça aujourd'hui, deux thématiques qui nous paraissent très fortes dans ce domaine. On a demandé à deux personnes très spécialisées dans ce domaine et avec lesquelles nous travaillons beaucoup. Bien sûr, le monsieur Jean-Luc Douillard, qui est psychologue au terme de Saujon et qui s'occupe beaucoup de cette question de faire reconnaître cette notion de médecine thermale et cette notion de mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique, de TCC, de méditation, etc., pour permettre à ces gens de régresser dans leur symptomatologie, et qui développe actuellement un programme de burn-out tourné vers les entreprises et les salariés d'entreprise. Bon, il vous en dira un mot, mais surtout, il parlera du burn-out et de l'intérêt des cures thermales par rapport au burn-out. Et en deuxième partie, vous aurez donc le docteur Gignoux Froment, qui est médecin à l'hôpital psychiatre, à l'hôpital de Percy à Paris, et avec qui nous sommes en relation régulièrement, ainsi qu'avec le professeur Marie-Dominique Collat, qui voilà, est un professeur très reconnu dans ce domaine et qui travaille beaucoup avec les militaires. Et nous avons également des relations très régulières avec ces équipes parisiennes. Donc, je crois que ces deux regards extrêmement complémentaires qui vont être très enrichissants pour nos débats. Et je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Luc Douillard pour parler de la prise en charge du burn-out en milieu thermal. Merci. Merci Jean-Luc. Merci et bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui? Ok, très bien. Donc, merci. Écoutez, je suis jeune, très jeune. D'abord, merci de m'inviter. Je suis ravi de communiquer sur ce sujet qui est un sujet pour moi très important, sur lequel je travaille depuis très longtemps, même si je suis jeune dans la médecine thermale, puisque j'ai rejoint Saujon il y a un tout petit peu plus d'1 an. Mais j'étais pendant 26-27 ans coordinateur d'un programme de santé mentale, particulièrement sur des problématiques risques suicidaires et souffrance au travail. Et j'ai, dans ce cadre-là, monté un dispositif national particulier sur l'épuisement et la souffrance des chefs d'entreprise, voilà, qui est un dispositif aujourd'hui étendu sur 95 départements, mais qui part toujours du même constat, de cette évolution depuis 10-15 ans d'une société qui va très vite, d'une place du travail qui est sans doute beaucoup plus importante qu'avant, mais aussi nos identités qui étaient jusqu'ici un petit peu plus fortes se fragilisent aussi. Enfin, voilà, c'est un contexte très particulier. Donc, je vais vous parler, en tout cas, je vais essayer d'être pragmatique et assez synthétique pour laisser évidemment du temps à votre intervenant, même si je suis très bavard, et je vais me concentrer sur le diaporama que je vous ai préparé. Donc, je vais partager le diaporama et puis je vais essayer effectivement de défendre l'idée de la modernité de la médecine thermale pour traiter ces affections psychiques qui sont, elles aussi, malheureusement très modernes, mais en lien avec l'évolution de la société. Donc, si c'est OK pour vous, je partage mon écran et puis je vais essayer de me concentrer pour être assez pragmatique sur le sujet. Voilà, donc en fait, première chose pour moi très évidente, même si je suis depuis très peu dans cette médecine thermale, j'ai beaucoup travaillé sur le somatique, puisque j'ai travaillé en oncologie pédiatrique. J'ai fait une thèse sur le diabète insulinodépendant chez les adolescents face au risque suicidaire. Donc, la question de la psychosomatique a toujours été pour moi au cœur de ma clinique. Et je suis ravi de défendre aujourd'hui la médecine thermale. Donc, les évidences pour moi de départ, la médecine thermale est une médecine très moderne, essentielle aujourd'hui dans un contexte de société qui éprouve psychologiquement et physiquement les individus de tout âge. La médecine thermale a toujours su s'adapter à travers les sociétés qu'elle a traversées depuis Hippocrate à aujourd'hui, en essayant effectivement de traverser les âges, mais en ayant toujours à défendre cette méthode naturelle d'accompagnement, de régression avec les soins d'eau, enfin vraiment quelque chose qui pour moi a traversé les siècles, mais c'est toujours adapté. Un effet effectivement de la cure thermale qui est très très connu sur l'anxiété, le sommeil, la douleur, la fatigue, très manifeste, qui serait sans doute
sur le psychotrauma ou aussi sur le deuil pathologique et les deuils traumatiques. J'ai beaucoup travaillé sur les deuils après suicide et c'est certainement aussi des indications qui permettraient de se réparer un petit peu et d'être accompagné sur des choses aussi dures et douloureuses que cela. Et puis, cette médecine, elle est naturelle, elle soigne, elle restaure les liens du corps, les liens psychiques, le rapport à soi, le cœur aussi, donc la façon dont on peut s'investir dans les projets. Et je pense qu'elle doit pouvoir s'imposer. En tout cas, c'est pour moi un des objectifs de pouvoir défendre cette médecine thermale afin qu'elle devienne, j'espère en tout cas, j'y crois beaucoup, dans les 15 ou 20 années à venir, une spécialité incontournable pour traiter ces affections psychiques du quotidien, ces petites douleurs du quotidien qui peuvent effectivement se chroniciser et devenir de vraies pathologies, mais d'avoir comme ça une médecine finalement très moderne alors qu'elle est très ancienne pour s'adapter à ces pathologies du quotidien. Donc la question du burn-out, pour moi, c'est d'abord histoire de définition, se dire que le burn-out aujourd'hui, ça reste un symptôme, enfin un syndrome d'épuisement professionnel avec une symptomatologie multiple. C'est ce qui en fera sans doute l'opportunité pour nous de développer une prise en charge globale, mais avec pas mal d'outils autour de l'accompagnement de cette pathologie du quotidien. Pas confondre, pour moi, c'est très important de distinguer le burn-out et les souffrances au travail, alors qu'aujourd'hui, on voit effectivement de nombreuses déclinaisons assez modernes, puisque c'est un mot qui est aujourd'hui galvaudé. On parle de burn-out personnel, on parle de burn-out parental, de burn-out amoureux, de burn-out, burn-out. Enfin, il y a tout un tas de termes qui viennent se surajouter, alors que finalement, ça ne correspond pas vraiment, ou pas du tout, à ce qu'est vraiment le burn-out et la façon dont nous, on souhaite le traiter à partir des programmes spécifiques. Donc, on a effectivement des définitions qui sont pour moi importantes. C'est un processus de dégradation du rapport subjectif de l'individu à sa propre capacité de faire face à ses charges de travail et à son investissement. On verra par les définitions que la plupart des scientifiques qui ont travaillé sur cette question-là font le lien de toute façon entre l'activité professionnelle et le surinvestissement de l'activité professionnelle avec une charge de travail qui est de plus en plus augmentée et des personnes qui s'épuisent à essayer de garder toujours la même intensité d'investissement au travail avec, encore une fois, une identité de travail qui a pris sans doute une part considérable dans notre vie et qui laisse un petit peu moins la place aujourd'hui à d'autres identités. Il y a 20 ou 30 ans, quand on était en souffrance au travail, on pouvait plus facilement changer de travail, on allait sur d'autres voies, on avait des identités de territoire qui tenaient encore, on avait des rites, des cérémonies, des traditions, de l'environnement de proximité qui tenait peut-être un petit peu plus qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, l'identité professionnelle est devenue en soi quelque chose qui peut nous fragiliser au point, pour beaucoup, d'arriver à être un facteur vraiment précipitant, par exemple du risque suicidaire. Non, vraiment, la place du travail dans nos identités a sans doute accéléré cette notion de burn-out parce qu'on est pour beaucoup très investi dans son travail, dans son identité de travail, mais en même temps aussi un peu fragilisé dans les autres identités. C'est important de savoir que c'est un processus. Si c'est un processus qui se structure lentement, ça veut dire qu'on doit pouvoir le repérer un petit peu plus tôt, on doit pouvoir expliquer comment ça se structure, mais ça se structure toujours un peu de la même façon et ça piège les individus parce qu'au départ, on est surengagé, on s'investit beaucoup, on a vraiment une identité professionnelle qui fait du bien et on verra particulièrement dans certaines professions. Et puis le surengagement produit une intensité émotionnelle, un engagement psychique, physique du quotidien. On a des petits signaux d'alarme, des petits facteurs, un petit peu des signaux du quotidien, de la fatigue, on dort un petit peu moins bien, on se sent un peu fatigué, on a moins de motivation, mais ce n'est pas grave parce qu'on continue à s'investir dans sa vie professionnelle. Et puis, on développe tout un tas de capacités de résistance, cette fameuse résilience qui nous permet de tenir face à des situations et des engagements extrêmement forts. Et puis, quand ça s'effondre, quand on a dépensé toute l'énergie psychique et physique au profit de cet engagement important professionnel, eh bien, l'effondrement est rapide, presque immédiat, ça s'effondre physiquement, ça s'effondre psychologiquement, et on a pour moi quelque chose qui vient se substituer à nos capacités psychiques et physiques ou physiologiques, c'est la notion d'abandon. Ce n'est pas s'abandonner, c'est-à-dire c'est pas lâcher l'affaire ou lâcher prise, c'est s'abandonner à sa souffrance et avoir un corps et un esprit qui est guidé par des processus psychopathologiques et une souffrance qui va induire effectivement des mauvais comportements, des instants de démotivation, des défenses encore plus hermétiques et qui vont faciliter plutôt le repli sur soi et l'inhibition. Donc, un esprit et un corps à bout de souffle, c'est la plupart de ce que l'on peut lire autour du burn-out.
avec, encore une fois, une période d'incubation plus ou moins longue et qui doit nous permettre d'essayer de former un petit peu mieux ou d'informer les gens. Et la psychoéducation sert beaucoup à ça chez nous, pour pouvoir les aider à identifier le processus et à peut-être ne jamais reproduire un autre événement comme celui-ci, en ayant des outils un peu anticipés et en ayant les moyens effectivement de comprendre comment ça se passe dans la tête, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'identifier, quels sont les freins à pouvoir s'arrêter, à ne pas trop s'investir professionnellement quand on est déjà un peu cramé, et d'avoir effectivement une mise en acte aussi qui peut se traduire par autre chose pour soi, avant d'être effectivement complètement désinvesti de toutes les capacités que l'on peut avoir. Donc, c'est pour moi très important de s'appuyer aussi sur l'histoire du burn-out. Ça part d'une histoire de bénévoles surengagés dans la toxicomanie, donc vraiment très investis auprès de patients avec des prises en charge qui sont extrêmement éprouvantes, et les ressources internes qui se consument à force d'être à disposition des autres, à force d'être surengagés dans l'aide que l'on peut apporter aux autres. On a effectivement cette petite flamme intérieure dont parlait Freudenberger, qui disait que finalement c'est comme une petite bougie intérieure qui se consume, et quand elle est complètement consumée, eh bien effectivement on n'a plus beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer à avancer dans ces projets. Maslach, vous connaissez tous, c'est effectivement cette psychologue américaine qui travaille sur des critères et une grille d'évaluation du burn-out avec une mise à distance qu'elle traduit par la fonction verbale et la fonction physique, qui permettent à un individu de limiter son implication en étant complètement arrêté dans ses processus, comme un mécanisme de défense un peu nouveau. Voilà, c'est un mécanisme peut-être moderne à développer en termes de concepts. Ça serait pas un mécanisme psychique, pas un mécanisme psychologique, mais un mécanisme psychosomatique qui viendrait nous protéger finalement de ne pas aller encore plus mal et de s'investir dans des projets qui sont des projets plutôt très morbides. Pines, elle a été très intéressante parce qu'elle parle de cerveau cramé, mais en même temps, elle rajoute quelque chose qui est très intéressant parce qu'elle dit finalement, pour qu'on arrive à un burn-out et un cerveau cramé, il faut d'abord avoir été inflammé. C'est-à-dire que, et ça c'est très intéressant dans l'évaluation et dans le travail de prévention, d'anticipation ou de formation, c'est de se dire que finalement, les gens qui sont loin du travail ou pas très investis, ils sont rarement en épuisement professionnel. C'est les surinvestis qui finissent parce qu'ils ont été d'abord extrêmement valorisés, ils ont pris des responsabilités, ils ont pris des fonctions, ils se sont beaucoup investis, qui arrivent effectivement à être cramés. Et puis, effectivement, cette notion au Japon de karoshi, qui est aussi très évident dans la symbolique, c'est la mort par excès de travail. Donc, les soins multiples pour soigner des détresses multiples. Parce que finalement, quand on est face à quelqu'un qui vit un burn-out, comme on disait très justement tout à l'heure, il y a toute une symptomatologie psychique, mais aussi toute une symptomatologie physique, et avec des détresses qui peuvent être émotionnelles, physiques, cognitives, comportementales, motivationnelles, et la nécessité pour moi de pouvoir construire une prise en charge globale avec tout un tas d'outils qui sont additionnés au profit d'une prise en charge effectivement qui va répondre à ces détresses multiples. Face à des détresses multiples, il faut qu'on soit organisé pour proposer, encore une fois, petit à petit, de mettre bout à bout des outils qui permettent justement à quelqu'un d'accepter déjà ce qu'il traverse, de pouvoir remettre des mots sur ce qu'il traverse, de pouvoir ressentir, éprouver à nouveau des sensations vraiment de toucher du corps, accompagné par des professionnels, et puis la mise en mots avec un travail de déconstruction des mécanismes de défense pour ensuite les reconstruire avec des choses un petit peu plus solides. Sur la question du burn-out, c'est pareil, il y a beaucoup de chiffres. On se dit c'est vraiment une thématique, une pathologie du 21e siècle. On a beaucoup d'études et en fait, c'est très difficile d'avoir des chiffres très précis, mais on sait, et peut-être encore plus depuis ces 2 années de pandémie, que les gens épuisés au travail, mais épuisés au travail par un rapport peut-être très, très changé au travail, par du télétravail, par du chômage partiel, par du chômage technique, par une anxiété permanente dans son rapport à l'autre, au travail, à soi, à ses enfants, à l'avenir. C'est ce que certains appellent le syndrome d'empêchement, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui nous limite le plus dans nos capacités psychiques, c'est la question de ne pas savoir si un jour ça va repartir sur des choses positives. L'incapacité à anticiper, ce syndrome d'empêchement qui fait qu'on est figé un petit peu dans nos processus émotionnels, dans nos processus de pensée, et qu'on subit peut-être encore plus la question du travail quand on a envie d'être chez soi, de ne plus sortir, de ne plus voir les autres, de ne pas s'exposer, de ne pas ramener chez soi le virus, avec des choses assez compliquées aujourd'hui. Donc on est quand même
avec des chiffres intéressants de différents cabinets conseils, hein, un peu plus de 3 millions de salariés français qui présentaient un risque élevé de burn-out en 2017 déjà, alors qu'on est 6 ans après, on peut estimer que ça a certainement encore augmenté dans cette question du rapport au travail. Et effectivement, 36% des personnes qui déclarent avoir déjà fait un burn-out ou être en cours, effectivement, au cours de leur carrière. Et c'est une proportion qui s'élève à presque 54% chez les personnes qui aujourd'hui sont en chômage et particulièrement en chômage longue durée après un arrêt d'une activité professionnelle dans laquelle ils étaient très investis. Un nombre très important de burn-out sévères qui augmente de pratiquement 25% depuis une année, hein, à peu près une année, selon les chiffres de Santé publique France. Et puis simplement rajouter un élément très récent, c'est qu'il y a une coach qui travaille sur ces questions-là, qui est en Normandie, qui a lancé un sommet virtuel, donc une programmation d'une quinzaine de conférences thématiques sur le burn-out il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Elle a déjà plus de 800 femmes inscrites sur un sommet qui concerne le burn-out au féminin. Donc c'est vraiment pour moi une thématique extrêmement moderne et la nécessité pour nous en médecine thermale de s'adapter parce qu'on a vraiment des outils qui peuvent permettre de soigner, d'accompagner, d'anticiper ces situations de burn-out. Les publics les plus exposés, on peut aujourd'hui estimer qu'effectivement les salariés et les cadres au service public sont quand même majoritairement impactés aujourd'hui sur cette question de la démotivation ou d'un impact de la place du travail, du sens du travail, avec effectivement un burn-out, un épuisement professionnel. On va retrouver chez les enseignants, les directeurs d'école, les chefs d'établissement. Il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites ces dernières années sur un état d'épuisement psychologique, que ce soit des enseignants, mais aussi des directeurs d'école, des chefs d'établissement, collèges et lycées ou adjoints de chefs d'établissement. Quand on regarde les chiffres des souffrances au travail, et notamment du suicide chez les policiers, les gendarmes, les exploitants agricoles, les internes en médecine, les médecins généralistes hospitaliers, on a aussi des inquiétudes très fortes à avoir et la nécessité de s'intéresser peut-être un petit peu plus à ces profils ou ces métiers dans lesquels on a certainement à agir pour proposer des alternatives aux prises en charge aujourd'hui médicamenteuses et éventuellement psychiatriques un peu structurées pour proposer des choses différentes. Donc, la plupart des gens qui sont dans ces métiers-là, ils partagent un petit peu voilà, des outils communs ou des choses communes, des idéaux souvent déçus, la perte de sens, la pression sociale, l'engagement permanent dans le travail, les fortes sollicitations mentales, émotionnelles et affectives, et surtout les fortes responsabilités, notamment vis-à-vis de publics auxquels on s'intéresse. Donc, on s'est appuyé sur des premières études qui ont été faites par Blasch et Forsch il y a quelques années, à partir, c'est peut-être des choses que vous avez évidemment certainement déjà travaillé ou lues, donc plusieurs cohortes en 2010 et puis en 2012 et en 2015 sur des cohortes de patients qui, avec une cure thermale, ont effectivement été identifiés et on a réussi, avec ces études-là, à pouvoir démontrer que la cure thermale avait un effet extrêmement positif sur la réduction de la fatigue, du stress, une reprise un peu de la motivation et puis de tout ce qui pouvait aussi réduire la fatigue. Donc, cette première étude, 65 patients, 2 tiers de femmes, une étude complémentaire à celle effectivement qui avait été faite en 2000 sur 153 patients qui souffraient de douleurs chroniques. En fin de traitement hydrothérapique, une réduction très significative des 4 symptômes prioritaires avec un bien-être amélioré pendant la cure. Donc, on s'est effectivement basé sur ces questions-là et ces études-là pour mener, avec l'école thermale du stress de Saujon, une étude sur, comme on fait depuis la création de l'école thermale depuis 2012, mais particulièrement, je vous ai donné et sorti les chiffres de l'année 2019, où on a effectivement l'école thermale du stress, donc un programme très spécifique, la cure thermale accompagnée par la mise à distance, évidemment, c'est un élément très important dans l'accompagnement de ces prises en charge, les soins thermaux, les entretiens médicaux, les entretiens psychologiques réguliers qui suivent effectivement le parcours de soins en cure thermale, et surtout l'addition d'ateliers de psychoéducation en groupe, avec aussi la notion de pair aidance, se raconter un petit peu ces histoires, identifier qu'on n'est pas les seuls à souffrir et à être pris dans la même problématique, et puis des ateliers santé complémentaires adaptés, et bien sûr, un travail d'évaluation qui nous permet petit à petit d'avoir des indicateurs sur l'incidence positive d'une cure thermale de 3 semaines sur ce type de difficultés. Donc, sur une cohorte de 85 patients, 81% de femmes, une moyenne d'âge entre 40 et 60 ans pour 80% d'entre elles, plutôt des profils cadres.
une orientation vers la cure qui est plutôt assez facilement et très souvent d'une décision personnelle avec une demande au médecin, un médecin traitant pour 22%, et puis Internet à travers toutes les communications. Et surtout, les soins préférentiels intéressants, les massages sous eau, les bains bouillonnants, le repos, ça c'est une part extrêmement importante aussi de l'accompagnement, en plus de la cure, vraiment un espace de repos, de repli, du temps laissé pour soi, les douches thermales et les bains en piscine. Et puis, donc, 2 échelles de mesure au cours de cette année avec cette patientèle. Une échelle de Freudenberger pour mesurer le degré de souffrance, et puis des scores, effectivement, d'amélioration clinique. Et vous voyez, en fin de cure, à peu près 55% d'amélioration et 47% à 3 semaines. Donc, vraiment une amélioration clinique très significative. Et puis, on a complété par l'échelle HAD, avec là encore des chiffres qui sont extrêmement significatifs sur l'apport d'une cure thermale et d'un suivi psychoéducatif autour de ces problématiques de burn-out. Une amélioration là aussi très significative et durable sur l'anxiété, sur les scores aussi de la dépression qui restent stables à 3 mois. Et sur des évaluations individuelles, d'évaluations cliniques, on a des chiffres symptômes qui sont aussi extrêmement intéressants, sur lesquels il faut qu'on creuse évidemment encore un petit peu plus avec un travail de recherche plus étendu. Voilà, 79% d'amélioration, de ressenti d'amélioration sur l'anxiété, 71% sur la douleur, 58% sur la fatigue, même si la fatigue se réduit à 3 mois, elle reste quand même relativement améliorée, et puis 57% sur le sommeil. Donc, toutes ces questions-là, effectivement, ou tous ces indicateurs-là nous montrent que on peut compléter aussi par la consommation évidemment médicamenteuse, anxiolytique, hypnotique, antidépresseur, antalgique, avec, vous voyez, des chiffres sur la réduction à 3 mois extrêmement significatifs. Et donc, vraiment la plus-value d'une cure thermale associée à des soins de psychoéducation et un travail de reliaison entre la symptomatologie psychique et la façon dont on se voit et dont on est un peu cramé psychologiquement, la symptomatologie somatique accompagnée par la régression des soins d'eau par des professionnels de santé, où on arrive à lâcher prise, à restructurer, à se ressentir, à travailler sur ce qu'en yeux nommait le moi-peau, vraiment se réapproprier un petit peu la connaissance ou la reconnaissance de soi à travers le ressenti corporel. Et puis, effectivement, des outils pour travailler, traiter ces questions-là pour ne plus être confronté aux mêmes choses et surtout être en capacité d'anticiper. Et notamment, un travail très important autour de la cure sur le rapport au travail ou l'identité professionnelle, puisque beaucoup sont en lien avec une souffrance ou en tout cas un burn-out, un épuisement professionnel. Il faut qu'on re-questionne forcément autour de ces cures la question de l'identité professionnelle, de sa place dans le travail, de la place dans le travail dans notre histoire de vie et de la façon dont on peut, de toute façon, après un burn-out, être en nécessité soit changer de métier, soit d'aller dans la transition, soit d'être confronté au métier que l'on a quitté, mais de ne plus jamais fonctionner de la même façon pour ne pas en même temps être confronté aux mêmes choses. Voilà, je m'arrête là. Je pense que mon temps est largement dépassé, mais voilà, c'était ma partie, mon introduction sur ce sujet de la cure thermale et du burn-out. Je reprends. Écoute, merci beaucoup Jean-Luc pour cette intervention qui était évidemment très, très intéressante. Je savais que ça serait très intéressant et c'est vrai qu'on partage beaucoup ensemble sur ces questions. Et voilà, bon, Jean-Luc a, comme il l'a dit au début, une grosse expérience par son expérience APESA où il a suivi énormément il a mis en place tout un réseau de professionnels, de psychologues qui ont suivi des chefs d'entreprise qui ont perdu leur entreprise. Donc, c'est vrai qu'il avait déjà une très, très grosse expérience avant de venir à Sojon. Et pour nous, évidemment, c'est un atout complémentaire très intéressant. Moi, je ferai… Alors, j'ai 2-3 choses à dire avant peut-être de voir s'il y a des questions. J'espère, je verrai. Là, je ne vois pas grand-chose pour l'instant, mais peut-être que je me débrouille mal sur mon écran, mais Karine me préviendra. J'aurais 2-3 choses importantes, je crois. La première chose, c'est je voudrais faire une critique. Ce n'est pas une critique d'ailleurs, c'est une remarque. Enfin, je suis dubitatif, honnêtement, très dubitatif sur les chiffres annoncés comme 36% de burn-out chez des salariés. Bon, je pense que c'est des chiffres très, très aléatoires. Technologica, c'est un cabinet qui est reconnu quand même pour être extrêmement bon, voilà.
Bon, Stimulus est beaucoup plus prudent dans ça. Ils montent des chiffres extrêmement disparates, entre quelques milliers à effectivement 3 millions. Donc, on est entre 3 000 et 3 millions. Voilà. Donc, on ne sait pas où la vérité, sans doute à 300, 500 000. Mais on n'est pas précis. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps avec la Santé publique France. Ils montent indiscutable. Alors, eux, ils ont des chiffres très précis, limités, parce que ce ne sont que des déclarations. Donc, les non déclarés ne sont pas connus. Mais sur les déclarations, c'est extrêmement clair. Il y a une augmentation importante du nombre de cas. Les femmes, c'est à peu près 3% et les hommes, c'est à peu près 1,5%. Alors, est-ce qu'ils déclarent moins ou est-ce qu'ils sont moins malades? C'est à voir. Mais enfin, voilà, il faut rester prudent. Mais bien évidemment, le burn-out, ça existe. Et comme l'a très largement expliqué Jean-Luc, le burn-out, voilà, il y a des profils, et notamment, extrêmement important ce que dit Jean-Luc, c'est-à-dire ces gens qui sont inflammables, hein, ces gens qui sont passionnés, ces gens qui s'engagent et puis qui ont des frustrations, voilà, ou qui vont trop loin dans l'effort. Bon, voilà, il a très bien dit, je ne veux pas le redire. Le deuxième élément que je voudrais dire, c'est que l'étude Blasch, qui est une étude extrêmement intéressante, et c'est intéressant de le dire parce que je rebondis sur ce que disait le président tout à l'heure, Hugues Desfours, c'est une étude qui a été faite en rhumatologie. Et donc, c'est en rhumatologie qu'on a constaté qu'il y avait des burn-out et cette étude a été faite en rhumatologie et c'est une étude psychiatrique. Donc, c'est intéressant de voir que voilà, on est vraiment sur, sur le lien entre les spécialités. Voilà, c'est le deuxième élément que je voulais dire. Le troisième élément que je voulais dire pour terminer et laisser la parole, je voulais dire que le burn-out, donc, c'est le cerveau cramé. Et ça, je crois que c'est très important. S'il y avait une chose que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est ça. Le burn-out, c'est un cerveau cramé. Comme l'a dit d'ailleurs Jean-Luc, l'a rappelé. Et un cerveau cramé, c'est un cerveau qui ne peut plus être actif. Vous comprenez, c'est évident. Quelque chose de cramé, c'est plus actif, c'est plus en activité. Donc, il faut que ça se repose. Ça ne va pas se reposer à 3 minutes de son travail. Il faut que ça se repose ailleurs. Il faut que ça se repose dans un autre environnement. Et il faut que ça se repose dans un contexte naturel. Ça ne va pas se reposer, ça ne va pas se refaire avec de la parole. Hein. C'est le seul domaine, à mon avis, où évidemment la psychothérapie n'est pas efficace, sauf à rassurer, à déculpabiliser, mais uniquement à protéger le patient, pas à le faire travailler. Donc, vous voyez, l'intérêt quand même de positionner la cure thermale dans ce processus comme une prise en charge, je dirais, mais pas du tout alternative. C'est une prise en charge indispensable. C'est la prise en charge du burn-out. Pourquoi? Parce que bon, le médicament, il n'est pas tellement. Alors, sauf dans les dépressions, quand il y a une dépression majeure, le médicament peut avoir une place, l'antidépresseur. Mais les anxiolytiques, bon, voilà, on sait que de toute façon, le burn-out, ça finit par se traiter, ça revient à l'état normal. Voilà, donc, le mieux, c'est les méthodes naturelles, c'est l'éloignement, parce qu'effectivement, il y a des affects tellement forts qu'on a besoin de prendre du recul. C'est le temps, la distance, voilà. Et c'est la balnéothérapie, parce que la balnéothérapie, justement, recentre sur le corps et éloigne les émotions, les pensées, et c'est le recentrage sur le corps, voilà, c'est démontré, on le sait, c'est extrêmement efficace pour calmer notre système nerveux. Et bon, je crois que la démonstration est claire et faite. Donc voilà, à mon avis, le message aussi important qu'il faut retenir de cette intervention de Jean-Luc, cette notion de la cure thermale qui est vraiment le lieu idéal. Et je dirais même, vous voyez, c'est le seul domaine, je pense, enfin, peut-être aussi d'ailleurs le psychotrauma, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des seuls domaines où indiscutablement l'indication, c'est peut-être là où on peut mettre en premier l'indication thermale par rapport à d'autres prises en charge thérapeutiques. Voilà un petit peu ce que je voulais compléter. Est-ce qu'il y a des questions, des mains qui se lèvent? Si tu veux bien, Olivier, je vais compléter ton propos. J'adhère absolument et à 100% à tout ce que tu viens de dire. Je voudrais féliciter et remercier M. Douillard parce que c'était tout à fait passionnant son exposé, notamment, et moi j'ai été sensible au fait qu'il ait dit d'emblée que la médecine thermale, qui est pourtant une médecine millénaire que certains qualifient d'archaïque, voire de totalement dépassée, est tout à fait actuelle pour soigner une maladie qui, elle, est très actuelle, comme le burn-out, et qui correspond à notre société. Je ne sais pas si le burn-out a existé dans les siècles passés, je doute, parce que le rythme de vie était différent, mais notre société a engendré en partie, ou en grande partie d'ailleurs, cette pathologie
mentale. Et la médecine thermale, médecine millénaire, est finalement tout à fait de façon paradoxale, enfin pas pour moi, apte à répondre à cette nouvelle pathologie. Donc ça je suis extrêmement sensible à ce que vous avez dit. Voilà, sinon je n'ai absolument rien d'autre à dire, si ce n'est que la rhumatologie, je parlais tout à l'heure de mon expérience de rhumatologue, mais la rhumatologie, ce n'est rien d'autre que la médecine de la douleur. Et la médecine et la douleur, elle est à tous les sens du terme. C'est une douleur qui peut être physique ou psychologique. Hein. J'en ai plein le dos, c'est l'expression consacrée. Donc, la fibromyalgie vient, par exemple, tout à fait à la rencontre de ces différents domaines, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient mentaux. Donc, tout à fait, on est dans cette médecine de la douleur, médecine de l'empathie, de la compassion, et la médecine thermale est justement de façon tout à fait appropriée l'idéal pour répondre à ces pathologies. Donc, vraiment très bien, je vous remercie de cette intervention. Merci. Je voudrais juste compléter, ajouter une petite chose que je n'ai pas évoquée, mais qui pour moi me paraît essentielle dans cette modernité, c'est que en fait, les hommes souffrent en silence, souffrent plus durement, ont moins accès à leurs émotions, ont moins accès à l'expression de leurs émotions. On le sait, sur les questions des suicides, 9000 suicides par an, 85% d'hommes. Et je pense que la médecine thermale, même si elle est aujourd'hui, en tout cas de ce que j'en ai découvert moi, à 70-75%, plutôt facilitante pour les femmes, parce qu'elles viennent plus facilement aussi. Elles ont justement cette capacité, peut-être la chance d'avoir cette capacité, même si c'est parfois difficile, à l'éprouver émotionnel, à l'expression de l'éprouvé émotionnel, à l'expression ou la verbalisation aussi de ce dont on souffre. Moi, je crois qu'en plus d'être moderne, effectivement, par rapport à ce type de pathologie liée à l'évolution de la société, cette société à grande vitesse qui laisse plus de place pour traîner en route et qui surinvestit le travail avec les outils numériques, on a des mails tout le temps, on est tout le temps 24 heures 24 heures sur 24 dessus. Et je pense vraiment qu'on a intérêt à creuser l'outil cure thermale pour les hommes, parce que je pense vraiment que ça va permettre certainement, à travers d'abord les soins au corps, accompagnés, sans mise en mots, l'éprouver, le retour à l'éprouvé de soi pour beaucoup d'hommes qui ont calfeutré ça depuis très très longtemps, et petit à petit, en retrouvant l'éprouvé, accompagné dans un environnement privilégié avec des gens bienveillants, on va retrouver l'accès à la parole ou trouver l'accès à la parole et pouvoir traiter aujourd'hui toute une symptomatologie plutôt masculine qui n'est pas traitée ailleurs. Vraiment pas traitée ailleurs. Moi, j'ai fait 25 ans de prévention du suicide. Si j'avais mieux connu la médecine thermale, je suis sûr que j'aurais déjà depuis très longtemps travaillé à Saujon pour essayer de creuser cette question du rapport du masculin à la pathologie et la modernité peut-être encore plus à mettre en avant aujourd'hui pour les hommes à travers d'abord des soins au corps, sans mise en mots, et la possibilité petit à petit de se réapproprier cette identité de soi et surtout d'arriver à parler enfin et à travailler sur une mise en mots des troubles psychiques ou des troubles somatiques que l'on cache. Voilà, avant d'aller voir un médecin quand on est un homme, il faut vraiment qu'on traîne la patte. Et je pense vraiment qu'il y a un travail à faire spécifique vers les hommes. On voit bien, ils viennent accompagner pour beaucoup leur épouse et on se pose la question à ce moment de savoir qu'est-ce qu'on pourrait spécifiquement faire pour les conjoints qui viennent accompagner. On devrait faire des espaces de parole, aller à leur rencontre. Mais je crois qu'il y a cette question vraiment importante que je n'avais pas, à laquelle je pense maintenant, des hommes et des femmes qui sont certainement allés plutôt du côté du masculin, parce que je pense que ça gagne encore plus en modernité d'aller sur des soins vers les hommes autour des soins internes. Enfin, voilà. Je coupe mon micro, promis. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question? Je n'en vois pas a priori. Bon, bah écoutez, peut-être passer à l'intervention suivante en remerciant encore Jean-Luc Douillard. Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas d'intervention. Ouvrez votre micro peut-être, monsieur Massène, et puis prenez la parole. Oui, allez-y. Je ne vois pas. Moi, je ne vois rien du tout. Karine, peut-être que tu peux nous aider, Karine? Moi, je vois une dame, Madame Corinne Lobenet, qui a levé la main. Ma scène aussi. Ah, je n'ai pas vu, excusez-moi. Moi, je vois rien.
Il y a deux questions. Madame, Moi, je vois rien. Donc, le mieux, alors, Monsieur Massène. le mieux, c'est que vous parliez hein, carrément en disant qui vous êtes, parce que Monsieur Massène. Ouais, mais là, on n'entend pas. Monsieur Massène. Est-ce que vous avez bien décroché votre micro? Bon. Et la dame qui devait parler également? On vous écoute, madame. Oui, donc c'est vrai que je passe plutôt en deuxième par rapport à la question, mais je voulais savoir si en fait il ne fallait pas travailler sur la perte de sens au travail, parce que manifestement c'est des populations, gendarmes, médecins, qui ont des idéaux. Est-ce qu'il faut travailler sur la baisse d'idéal ou la baisse du sens dans le métier? Est-ce qu'on n'est pas tout en surcharge de travail et que finalement, ça laisse plus de place pour avoir un sens dans notre activité, en fait, hein, le fait de peut-être faire moins bien notre activité qu'on aimerait par surcharge de travail, en fait. Oui, mais vous avez entièrement raison, mais c'est pour ça qu'on voit toutes les identités professionnelles que j'ai pu évoquer, c'est la même question. C'est-à-dire que quand on est médecin aujourd'hui à l'hôpital, on se pose la même question, on est cramé par la même chose, c'est-à-dire la question du sens, la question de l'investissement, la question du service public, mais c'est forcément une question qui doit être traitée pendant la cure thermale sur les ateliers de psychoéducation et dans le cadre des entretiens médicaux et psychologiques. La question du sens du travail, de l'identité, de son rapport au travail, à son identité. Vous avez entièrement raison, la question du sens, mais dans un deuxième temps, parce que comme le disait très bien Olivier Dubois, avant de pouvoir repenser à la question du travail, il faut d'abord qu'on répare le corps, il faut d'abord qu'on restructure un petit peu les processus de pensée qui nous redonnent de l'énergie pour à nouveau s'autoriser à penser et à structurer des choses que l'on peut avoir en tête. Tant qu'on est cramé psychologiquement, on n'a plus aucune capacité de penser. C'est vraiment ça. C'est des personnes qui ne sont plus en capacité de prendre des décisions pour elles. Donc, il faut d'abord qu'on répare. Petit à petit, on retrouve des capacités de penser, accompagnées par des professionnels, et on va retrouver et retravailler sur le sens de l'identité professionnelle et le sens du travail. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. C'est très important, cette notion, Madame Lobenheimer, c'est très important parce que vous voyez, quand les gens sont comme ça dans un processus, vous savez, moi j'ai l'image du burn-out, j'ai l'image d'un processus comme ça vous savez, de vase où vous tombez comme ça sans limite, de sable mouvant, vous voyez, et parfois on veut aider le patient par l'intelligence, par la gentillesse, on le stimule. Et en fait, on l'enfonce. C'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, parfois, on l'enfonce dans un processus où finalement, il s'en sort de moins en moins. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut donner. Je crois que le rôle du médecin, c'est l'état maintenant de vous battre, d'essayer de bouger, essayer plutôt de vous recentrer, de sortir de toutes ces émotions extérieures qui vous envahissent et donc vous vous recentrer sur vous. Et ça, c'est très important, vraiment, d'intégrer cette dimension-là. Et encore une fois, bon, je prêche pour un paroisse, évidemment, mais comme nous tous, mais encore une fois, la cure est vraiment le lieu idéal. Et bien sûr qu'en fin de cure, les gens, très souvent, commencent à aborder mon avenir, qu'est-ce que je veux faire. Ça sera le deuxième temps, ça se fera tout seul. Et bien évidemment, ça se fera. Il faut le faire. Et le malade sera d'autant plus en confiance qu'il aura été amélioré cliniquement. Donc, je crois que ce qui est surtout important pour nous qui sommes au cœur de cette médecine, c'est de valoriser combien cette médecine-là, elle est essentielle aussi pour aider les gens à se reconstruire et avoir les capacités de se remettre en marche. Voyez. Je propose, parce que ça fait un moment quand même qu'on est dessus et que le temps passe, je propose qu'on fasse la deuxième partie. Alors, merci madame. Je vais faire la transition très facilement parce que Jean-Luc a expliqué. Alors là j'avoue que je vais être obligé de me taire. Mais si, il faut que vous, monsieur, si vous voulez parler, il faut que vous éteigniez, il faut que vous, oui, on vous laisse la parole, mais il faut Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, monsieur, allez-y. Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon. Écoutez, je ne voudrais pas perturber votre entre-soi, mais je voudrais vous dire que le terme le plus exact pour définir le burn-out, c'est un mot bien français
c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Cette métaphore électrique qui signifie, si on considère un peu un aspect inconscient et si on regarde un petit peu derrière les choses, c'est que on considère finalement l'homme comme un objet qui crame, etc., etc., etc. Et donc toute cette idéologie-là est à essayer de démonter pour dire que ce sont des êtres humains. Et il m'est arrivé, moi, de discuter avec un collègue qui était comme moi, et je lui ai parlé justement du mal-être, de la souffrance au travail, des collègues médecins, des suicides, et ça. Il dit, bon, c'est parce que ce sont des êtres faibles, donc les êtres faibles, il faut les éliminer. Et vous voyez bien ce à quoi je pense. Donc pour moi, restons français, parlons français. Burnout, c'est une métaphore électrique qui nous considère comme des objets. Voilà. J'espère que j'aurai participé à la réflexion et que je n'aurai pas trop perturbé votre entre-soi. Merci beaucoup. Olivier, on te relaisse la parole. Non, merci monsieur pour cette intervention, mais moi je suis alors vraiment pas du tout en désaccord avec vous. Oui, bon, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, je me doute bien. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? C'est bon. Non, mais est-ce que je vous sais pas entends si et je comprends très bien que vous vendiez votre burn-out. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Juste, je voulais dire que j'étais d'accord avec vous. Il n'y a aucun problème sur cette notion-là. Et effectivement, le syndrome d'épuisement professionnel est un terme français qui était repris par l'Académie française de médecine. Le terme burn-out est un terme très courant, très connu. Oui, c'est nominal. Mais la seule chose où je ne vous suis pas, c'est sur la notion que ça puisse être, pour nous médecins, rattaché aux nazis. Enfin, je ne vois vraiment pas comment. Oui, mais je ne vois pas comment, si vous voulez, vous pouvez faire cette allusion, dans la mesure où on est entre médecins. J'arrête la discussion. On n'est pas, nous, les médecins, on n'est pas du tout dans cette optique de considérer que l'être humain n'a pas de valeur. C'est simplement pour décrire de manière imaginaire. Bon. Je pense qu'on va poursuivre la deuxième présentation, Olivier. Bon, écoutez, excusez-moi si je n'ai pas compris. On en discutera tranquillement, ultérieurement, si vous le souhaitez. Si vous le voulez bien, je vais passer